Bonsoir. Coup de tonnerre au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné dans la nuit d'hier à aujourd'hui après avoir été arrêté par des mutins au terme d'une journée tumultueuse qui a démarré par une mutinerie au grand camp militaire Soundiata Keïta à 15 km de Bamako. Notre rendez-vous de ce mercredi portera essentiellement sur l'actualité malienne. Pour ce grand décryptage, nous aurons sur notre plateau M. Alain Toussaint, consultant en communication politique et publique, et Baudelaire Mieux. Lui est journaliste à Jeune Afrique, représentant la Voix de l'Amérique en Côte d'Ivoire. Information, décryptage, débat, analyse de l'actualité. Comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir, oyez, oyez, voilà, je m'apprête à le dire. En tout cas, les soirs se suivent, mais ne se ressemblent pas sur le plateau du Live Talk. À chaque soir, son émotion, son actualité, et surtout des animateurs et chroniqueurs plus pimpants que jamais. Monsieur Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir Brice, et je vous retourne le compliment. J'aime bien le petit côté barbe de 2 jours que vous avez. Ça je fais ça à Prince. Raina, comment allez-vous, mademoiselle? Ça va très bien, Brice, et toi-même? Très bien, le meilleur pour la fin. Madame Edith Bourbleu, comment allez-vous? Très bien, en Bordeaux. En Bordeaux. J'adore le vin de Bordeaux en plus. Ah bon? Oui. Allez, voilà. ça démarre fort là. Très, Le très week-end est fort, un peu loin encore. C'est un mercredi. Ça se rapproche pour nous. Et puis, notre Shine Maison aujourd'hui est Pourquoi tu regardes Plus shine que jamais. Plus shine que jamais. Shining. C'est du... C'est du... Comment dire? Ça du annonce les shine. couleurs de Ouais. l'actualité. Ouais, c'est du jaune et du vert. Du jaune et du Voilà. vert. Ouais, rien que ça. Ouais. Bon, bah, écoute, on kiffe, on aime bien, on aime beaucoup. Hello Brice, merci. Bonsoir, Sophie Aïda. Avant d'entamer notre analyse des récents événements, on en parlait tout à l'heure du Mali. Tout de suite, notre tour de l'actualité, c'est dans le Live Actu. Et du sport, pour démarrer notre tour de l'actualité. Nouvel épisode dans notre série préférée, la cassette de la FIFA. L'épisode du jour s'intitule Le droit de saisir la FIFA. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais sur ce plateau, j'avais dit qu'on reviendrait même avant le 29 août, parce que dans ce feuilleton, exactement, on n'a que de rebondissements. Et cette fois, c'est 2 communiqués qui ont fait vibrer la toile. Donc notamment, après la décision de suspension du processus électoral qui a été décidée par Sidi Diallo, président sortant de la FIF, il a été décidé d'avoir une assemblée générale extraordinaire pour justement instaurer une nouvelle commission ou sinon tabler sur les problèmes qui traînaient. Eh bien, le camp Drogba refuse justement de participer à cette assemblée générale extraordinaire et ça s'est prononcé à travers le communiqué justement de Jeune Diomandé, qui est le coordinateur de la campagne de Didier Drogba. Et il l'a dit, il a estimé justement que cette assemblée générale extraordinaire était nulle, non avenue, réputée inexistante, et j'utilise ces termes. Et il s'est expliqué en disant: le comité exécutif est en fin de mandat. Si on estime que le processus électoral est en péril, il faut alors saisir la FIFA comme le prévoient les dispositions finales du code électoral. Car il en résulte qu'elle seule peut suspendre ou annuler la procédure électorale ou désigner une administration provisoire. Alors, et pour tout ce qui est manquement relevé, Eugène dit justement qu'il se réserve le droit de saisir la FIFA. Eh bien donc, le camp Drogba ne se retrouve pas du tout dans cette décision. Et puis René Diby, l'ex-ministre des Sports, s'est exprimé, qui est d'ailleurs le président de la commission électorale de la FIF, il s'est exprimé, il a dit qu'il ne souhaitait pas participer justement à cette rencontre, même s'il y était invité, en parlant justement de cette assemblée générale extraordinaire. Et il a dit: nous avons travaillé et nous avons fini dans le temps et dans les normes, parce que nous avions un calendrier à respecter. Donc logiquement, il ne se reproche rien. Et il a fait une annonce qui a plu au camp Drogba. Il a aussi affirmé que la commission a validé la candidature de Didier Drogba puisqu'elle n'a rien à lui reprocher. Cassette de la FIFA. À quel moment on va se sortir de cette histoire assez rocambolesque finalement? Ça? Ce pays il est en train de Ouh là perdre là beaucoup, là là. là là là. Serge, J'espère qu'on ne vous a pas entendu. J'espère que votre réflexion n'a pas été entendue. Je
Bon, en tout cas, Rihanna, si vous suivez de très près le déroulement des choses au niveau de la FIF, d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi pas la CAF? Ils sont tout de suite partis sur le droit de saisir la FIFA, donc ils ont leur raison. Le commentaire qui a suivi ça, quand vous dites Drogba, il connaît les gens. Là. Il est dans les rouages internationaux. Il commence à les connaître. Exactement. Peut-être. D'accord. On va rester dans le domaine du sport et je vais me tourner vers Sophia Aïda parce que là, à l'international, cette fois, une information qui va certainement faire plaisir à tous les supporters du PSG. Yes. Ici, c'est... Paris! All right. Alors, à l'inverse, justement, de l'excitation qui a pu se ressentir sur les réseaux sociaux et sur les Champs-Élysées de tous ces supporters du PSG, sur la pelouse de la Luz au Portugal, c'était plutôt une joie simple, on va dire un triomphe modeste qu'on a pu observer. Les joueurs étaient plutôt calmes, il n'y avait pas de public dans le stade pour vraiment les aduler. Et ils ont célébré cette victoire donc contre le club allemand de Leipzig. Leipzig. Okay. Une victoire, voilà, non, parce que voilà, c'est assez compliqué. Assez compliqué, une victoire haut la main à 3-0. Et vraiment, ce club, en fait, semblait un peu, selon les commentaires, comme incapable, on va dire, de rivaliser. Alors, il faut savoir que ce n'était pas totalement gagné pour cette qualification en demi-finale pour les Bleus, parce que lors des quarts de finale... Ah oui, parce que lors des quarts de finale jusqu'à hommage à Edith, jusqu'à la 89e minute, ils étaient menés par le club italien d'Atalanta, 1-0. Et puis à la 90e minute, coup de théâtre, égalisation. Et puis à la 93e minute, l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting était le sauveur, on va dire, un peu inattendu de ce match, qui a marqué donc le deuxième but du PSG, donc, qui leur fait gagner ce match 2-1. Une victoire qui était, je pense, on va dire, pas inestimable, mais inespéré pour les supporters, pour ce club-là, qui remporte donc cette demi-finale la première fois pour les Bleus depuis 25 ans. Wow. Non, mais vraiment, c'est huge. Et puis, leur toute première qualification en finale de la Ligue des Champions. Alors après l'Olympique de Marseille, le Stade de Reims, l'AS Monaco et puis l'AS Saint-Etienne, le PSG donc devient le 5e club français à disputer une finale de la Ligue des Champions. Et pour l'instant, c'est le seul à avoir gagné, c'était l'OM en 1993, et on connaît les rivalités entre ces deux clubs-là, donc on attend de voir un petit peu comment est-ce que l'OM va pouvoir, on va dire, avaler la pilule le 23 août prochain, qui sera donc la finale de la Champions League contre le club qui gagnera ce soir, parce qu'il y a un match qui est en cours en ce moment entre l'Olympique de Lyon et l'équipe de Bayern. Donc on verra dans quelques heures qui sera le grand gagnant et puis qui va opposer le PSG. Deux commentaires, Sophia Aïda, c'est que c'est vraiment la première fois depuis qu'on commence cette aventure que je vous vois aussi plus shine que jamais. Non, mais moi je peux comprendre un peu, et justement j'allais en venir. Alors on connaît également, c'est vrai qu'on connaît la rivalité qui existe entre l'OM et le PSG, mais on connaît la rivalité footballistique aussi qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et c'est vrai que c'est un Camerounais qui a marqué un but pour les emmener en finale. Laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît, gentes dames, que Basile Boli, qui est donc un Ivoirien, a permis à l'OM de remporter la première Ligue des Champions. C'était en 1993, maintenant en 2020, d'accord Brice, je suis complètement bleu. Oui. Bravo. Blue up in here. Surtout que c'était les Bleus qui... voilà. Alors c'est vraiment ça n'a pas été facile, mais je pense que la pause qu'il y a eu avec la Covid a permis, je pense, au club français de pouvoir se reposer et puis de mieux se préparer pour cette Ligue des Champions, parce qu'ils n'ont pas repris leur championnat en tout cas local, comme les autres pays, l'Allemagne, l'Italie et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que le PSG Une grosse pensée pour notre directeur des programmes qui, malheureusement, à cause de la Covid, ne pouvait pas être aux côtés de son équipe au stade pour les célébrer. C'est vrai. On a célébré avec lui ici. Ouais, on le sait très attaché au PSG. Ouais. Deuxième commentaire, c'est à propos du fait que vous commentez le sport avec beaucoup de passion. Ça change un peu des clichés, des femmes qui préfèrent les telenovelas au match de foot. Sur ce plateau, elles préfèrent toutes les deux femmes, oui, effectivement.
Il y a un peu de Voilà, tout. ils aiment bien le sport. Moi, par contre, je vous dis, je déteste le foot, donc du coup, je ne m'attendais pas sur un certain nombre de choses. Oui, Alors, je joue au basket, grand joueur de basket de mon état. Alors je pense, On va j'espère se en faire tout un- cas on va se faire un petit match. Ah ouais, ça va être top. J'espère qu'on verra une victoire du PSG parce que selon le magazine L'Équipe, en cas de victoire en finale de la Champions League, donc les joueurs du Paris Saint-Germain toucheraient chacun une prime d'1 million d'euros brut pour l'ensemble de leur saison. Et pourquoi vous espérez qu'ils... C'est-à-dire que chacun Pour ses leur intérêts, famille. quoi. Bien sûr. Je ne vais pas commenter. Très haut placé, Je ne vais pas commenter cette information. Je vais tout de suite me tourner vers Edith Boubleu. Voilà, on parle de toi. Et c'est sur le plan politique, justement, qu'on parle d'une rencontre qui a retenu notre attention, celle entre le président Henri Konan Bédié et M. Albert Mabry-Troikeus. Qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre? Effectivement, on reste toujours dans le sport, mais dans un autre type de sport, le sport politique. On a eu droit à une rencontre amicale, Après, je ferai un commentaire sur cette transition. Ouais, parce qu'après, le sport, c'est fair play. hein. tu vois, et puis bon, même si je ne m'intéresse pas trop au football, je suis quand même passionnée par le sport en général. Donc on a eu la rencontre entre le président de l'UDPCI, Mabry-Troikeus, et le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ce mardi 18 août. On va dire que les lignes se resserrent dans les rangs de l'opposition politique ivoirienne. On est à presque 2 mois du scrutin présidentiel. Et je crois que c'était une rencontre quand même inattendue. Une audience qui a duré environ 1 heure, au cours de laquelle les deux hommes ont discuté de l'avenir de la nation, de l'actualité sociopolitique de cette dernière semaine qui est quand même assez tendue au regard des différentes manifestations de l'opposition pour dire non au 3e mandat du président Alassane Ouattara. Et au sorti de cette rencontre, le président Mabry-Troikeus a déclaré, et je cite, « Vous savez que le président Bédié est un père pour moi. Nous sommes préoccupés par la situation, nous sommes attachés à la paix et nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, une paix durable. Nous sommes 2 partis oufouettistes, nous avons donc des raisons de collaborer étroitement, nous sommes ensemble. » Il est à noter que le PDCI et l'UDPCI sont les membres fondateurs, font partie des membres fondateurs en mai 2005 du RHDP, donc le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a été transformé en parti politique le 16 juillet 2018. Et n'oublions pas également que ces 2 partis ont quitté officiellement le RHDP le 2 août pour des causes de dissension avec leurs partenaires d'hier. D'accord. On est convenance. Exactement. Ok. Et rapport avec le sport? Rapport avec le sport, c'est de la tension. Il y a des victoires, il y a des pertes, il y a des fair play. désillusionnés. À la fin, C'est c'est fair fair play. play. Normalement, ça devrait être C'est pas fair play. l'image de On l'UEFA. le ressent pas trop. Qui est l'arbitre? J'aime bien le normal. Qui est C'est ça. l'arbitre Normalement, tu veux me tirer les nerfs du nez? Tu es trop forte. Attention. Bon, justement, on parle On de va fair dire le play. Conseil Quand, constitutionnel. et quand ce fair play n'existe pas, ben, on assiste à des violences et après ces violences, eh bien, il y a des accusations. Ils m'ont interdit de dire à qui la faute. Mais bon, M. Serge Pachy. Mais effectivement, la question reste posée. Mais en tout cas, comme vous dites, Brice, on a connu ces violences-là. Et justement, après ces violences, on a aujourd'hui des accusations. Nous sommes dans la phase où on accuse, notamment M. Kouyaté Abdoulaye, président de l'UERHDP, donc Union des enseignants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qualifie les marches d'une insurrection qui a lamentablement échoué, rien que ça. Et par la suite, on a eu également, pour citer pêle-mêle, un rapport donc, de l'ONG internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, qui a été diffusé le 18 août 2020, et qui a accusé la police d'avoir permis à des hommes armés de machettes de s'en prendre aux manifestants. Donc dans ce rapport-là, l'ONG raconte qu'un policier aurait entendu ses collègues policiers parler de personnes civiles qui les ont aidés à disperser les manifestants. Alors bon, derrière on a eu un communiqué de la police également que nous avons tous eu qui a dit que c'était pas vrai et que voilà, la police dans son effort de maintien de la paix et de la sécurité, notamment sur les voies publiques, a fait ce qu'elle devait faire avec des hommes entraînés pour, et que bon, allez, sur les voies, tout ce qu'ils ont fait, c'est de chercher à repousser et dégager les manifestants, mais de part et d'autre, les voies étaient toujours utilisées par les automobilistes, donc il y a des véhicules qui passaient. Voilà. Donc,
La police, en tout cas, réfute le fait qu'on l'accuse de faciliter des civils. Dans le communiqué, on va le lire tout à l'heure. Voilà, on va le partager avec ceux qui l'ont pas encore vu. Voilà, on va le partager avec ceux qui ne l'ont pas encore vu, en tout cas. Mais par contre, je crois que moi, très franchement, en ce qui concerne le rapport d'Amnesty International, je me dis, pour un rapport si officiel, entre griffes, se baser sur un témoignage de policier qui, d'ailleurs, garde l'anonymat, ce qu'on peut comprendre dû au fait de sa corporation, mais se baser sur les témoignages d'un policier qui dit avoir entendu. Je trouve que c'est quand même un peu... Ça rapproche sur la légende urbaine. Moi, j'aurais préféré que ce soit un policier qui ait vu, qui fasse ce témoignage-là, surtout que c'est un témoignage officiel d'une ONG internationale. Donc voilà, ça c'était pour faire le petit commentaire. Sinon, à côté de ça, vous avez les femmes de l'opposition soutenues par leurs partis respectifs qui ont annoncé, elles, une marche de protestation contre la candidature du président Ouattara pour le vendredi 21 août 2020. Donc des membres de la société civile annoncent également un sitting devant le palais de justice de Yopougon pour dire non au troisième mandat du président Ouattara. Et puis, en Conseil des ministres, les autorités ont décidé de suspendre les manifestations sur la voie publique ou les autoriser seulement dans les enceintes closes ou les espaces sécurisés. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence rentre en vigueur le 19 août 2020 et prend fin le 15 septembre 2020. Voilà. Donc on demandait qui était l'arbitre. Oui. Voilà, je pense que l'arbitre vient de siffler fin du match, ou peut-être mi-temps, jusqu'au 15 septembre 2020 en ce qui concerne les manifestations. Et voilà une autre qui n'est pas forcément très drôle, mais il faut quand même dresser le bilan officiel de ces manifestations. Donc entre le 10 août et le 14 août 2020, 5 morts malheureusement, 104 blessés, arrestation de 68 manifestants, troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui, destruction de plusieurs bâtiments à usage commerciaux, administratifs et d'habitation, commissariat de police de Beaunois, siège du PDCI et du RHDP à Daoukro, plusieurs véhicules administratifs et de particuliers et 5 bus de la Sotra vandalisés. Voilà Dans pour un le bilan délai de 4 officiel. jours. Bilan Dans un lourd. délai de 4 Bilan jours. lourd. Bilan très très lourd. Merci beaucoup, monsieur Serge. Mais je vous en prie. Et, j'aurais fait, vu ma tenue... Ça n'a pas été un plaisir de parler de violence. bien sûr, mais bien sûr. bon. Ben, j'aurais fait combien d'arbitres je renvoie dans le vestiaire. C'est tout pour le Live Actu. On passe à présent au lu, vu et entendu. Une phrase choc, des images qui ont marqué, on découvre ensemble le lu, vu et entendu. Et nous allons démarrer par ce communiqué de la Direction générale de la police nationale, qui nous dit la Direction générale de la police nationale constate qu'il circule sur les réseaux sociaux et dans certains médias des allégations faisant état de ce que des agents des forces de l'ordre auraient encadré un minicar communément appelé Gbaka, à bord duquel se trouveraient des enfants en conflit avec la loi en pleine action d'agression contre les manifestants proches de l'opposition. C'est le lieu d'indiquer que, engagés dans le rétablissement de l'ordre public, les agents des forces de l'ordre dispersaient les manifestants avec les moyens constitutionnels, procédaient à l'enlèvement des barricades et rétablissaient la circulation. Pendant ce temps, des véhicules circulaient librement de part et d'autre de la chaussée, comme constaté dans les films vus sur les réseaux sociaux. Ainsi, la police nationale voudrait rassurer les populations qu'elle demeure concentrée sur l'exécution de ses missions régaliennes, à savoir la protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Fidèle à sa devise, elle reste aux côtés des populations et ne saurait cautionner les actes incriminés. Elle rejette toute allégation tendant à l'associer à des infractions. Servir notre vocation. Merci de nous faire confiance. Lu et entendu. Ouais. Je crois qu'au-delà de cette allégation de certains médias, comme il a été précisé dans le communiqué de presse, il faut surtout noter aussi qu'il y a finalement une résurgence des cas aussi d'agression de ce qu'on appelle enfants en conflit avec la loi. Je ne me concentre pas sur les accusations concernant Amnesty International qui déclare que la police nationale encadrerait ces enfants en conflit avec la loi dans ces manifestations. Mais il faut surtout noter également qu'il y a une sorte de résurgence, en tout cas de cas d'agression de ces enfants. Et moi également, j'ai pu le vivre, en tout cas de façon indirecte, avec ma servante, ma nounou, qui, en début de semaine, ce lundi, s'est malheureusement faite agresser vers 6h30 du matin par des enfants en conflit avec la loi. Donc, au-delà de ça, est-ce qu'une enquête
peut-être a été menée, parce que les images, elles sont là, elles sont Voilà, visibles. justement, pour Est-ce qu'une parler de enquête a ces été menée pour images-là, pouvoir justement, parce le que ces retrouver? images-là sont à la base de tout ce Voilà. fameux ménage. On les a vues, ces images. Il faut dire justement que ce communiqué-là, vous en parlez tout à l'heure, fait suite à une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on aperçoit justement un cortège des forces de l'ordre. D'ailleurs, je pense qu'on va voir les images. On la voit cette vidéo. Hein. Alors, moi, cette vidéo, je l'ai vue et Revue sur plusieurs plans, d'ailleurs, parce que ce qu'il y a de magnifique aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que voilà, l'information, aujourd'hui, on peut difficilement la cacher, même si on peut toujours facilement la manipuler, parce que tout ce qui est vidéo peut être manipulé également, mais j'ai vu cette vidéo sous différentes coupures. Et, allez, on voit bien les forces de l'ordre avancer en rang, groupées, et on voit un mini-car vert rempli de monde. Et dans une autre vidéo que j'ai pu voir sur celle-ci, on n'a pas vu, mais on a une autre rangée de forces de l'ordre qui avance. Donc après, quand le minicar passe et sort de l'image, on ne sait pas ce qui se passe. Donc est-ce qu'il va traverser le premier cordon de sécurité pour continuer sa route, ou alors est-ce qu'il va être encadré justement par ces deux cordons, ce que dénonce notamment Amnesty J'ai International. justement une autre vidéo, là où on voit justement le minicar semblable à celui-là. Exactement, le minicar vert qui était sur d'autres vidéos. Des manifestants. Regardez. Comme qui vont porter, so pousse à table. Les renforts. Elle marche, c'est les microbes. C'est les microbes. Ouh, Seigneur. C'est une histoire comme ça. C'est les microbes. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de dire, d'où vient ce bac à verre là? C'est ça. Alors, bon, Pourquoi ce bac à verre? de toute façon, on va pas s'attarder sur le bac à verre, de toute façon on l'a vu sur les deux vidéos. Est-ce que c'est le même cette couleur-là, je pense qu'il n'y en a pas 18 000 à Abidjan, mais enfin bref. Moi j'ai juste envie de revenir sur ça, et d'ailleurs Edith en parlait, sur les enfants confiés avec la loi. On a tendance à facilement aujourd'hui à appeler toute personne malhonnête ou mal intentionnée avec une arme blanche microbe. Il ne faut quand même pas oublier que voilà, il y a des bandits de grand chemin qui vivent dans ce pays-là, il y a des braqueurs, il y a des voleurs, et c'est pas tous des enfants, c'est pas tous des adolescents. Et d'ailleurs sur cette vidéo-là, on voit bien des gens venir en voiture, donc conduire, donc ils ont leur permis, je suppose, ils ont plus de 18 ans, c'est plus des enfants. Donc il faut qu'on arrête à un moment de mettre tout sur le dos des microbes aussi. Voilà, si effectivement les microbes sont des enfants en conflit avec la loi, et qui dit enfant dit mineur. Où tu veux en venir? Parce que j'arrive pas. Je veux en venir au fait que, allez, on a une catégorie de personnes qu'on traite d'enfants en conflit avec la loi. On connaît bien le cadre, connaît bien le cadre dans lequel est-ce qu'on parle de ces personnes-là. Mais sur ce genre de vidéos, sur les vidéos que moi j'ai pu voir, j'ai pas vu d'enfants. J'ai vu, je pense, des adultes avec des armes. J'en ai vu un avec une arme blanche. Donc on tombe facilement dans la comparaison. Les microbes, dans l'abus de langage maintenant avec le mot microbe. Voilà, microbes ou enfants en conflit avec la loi, mais c'est clair que ce sont Parce que ces personnes-là des bandits. qui ont balancé la vidéo voulaient dénoncer justement, c'était la présence de civils aux côtés des forces de l'ordre. C'est ça. Exactement. Et de civils. En tout cas, sur la deuxième vidéo, j'ai pas vu de force de l'ordre. J'ai vu que des personnes. J'ai vu un bac à verre rempli de civils. J'ai vu un véhicule rempli de civils. Oui. Et pour avoir vu cette vidéo en long play également, j'ai vu juste avant qu'il n'arrive des personnes qui étaient en train de mettre feu à des tables. Et eux, ils sont venus justement disperser ces personnes-là. Mais on a vu un sortir d'un véhicule avec une machette. Quelqu'un à disperser enlever ces barricades-là, on ne sait pas. C'est pas ce que les images nous montrent en tout cas. De toute façon, nous, on ne peut que commenter ce que les images nous montrent sur ces vidéos-là.
Et prendre en compte également les dit aussi, hein, les commentaires, officiels. Les commentaires des personnes qui étaient dans la dame, par exemple, dans la dernière vidéo qu'on a vue, elle criait et puis elle s'est exprimée, elle dit ce sont des microbes. Je pense que le point alarmant à prendre en compte et qui est assez visible, c'est qu'il y a une résurgence, en tout cas une réapparition des cas d'agression de ces bandits, comme tu le dis. Tout à fait. Et c'est un point également à prendre en compte. Peu importe comment on les appelle, il y a des bandits. Voilà, il y a des bandits à prendre en compte parce qu'on se rapproche des scrutins présidentiels et en général, à ces périodes-là, on remarque, en tout cas on constate une recrudescence des cas d'agression, parfois en plein jour, comme le cas de ma servante par exemple, en plein jour, en pleine journée. Là, on était en plein jour, donc je pense que... On était dans un cadre assez particulier quand même. C'est clair, mais nos autorités devraient prendre conscience en tout cas que la réalité existe et il faut peut-être protéger un peu plus ces populations de ce type d'agression qui se passe maintenant oui, il y a en des plein élections jour. avec leurs corollaires, leurs Exactement. conséquences et tous les épiphénomènes, donc je crois que c'est des choses à prendre en compte. Bon, en tout cas, vous êtes sûr que votre nounou a toute notre Elle va compassion. mieux, elle boite un peu parce qu'elle a été tapée à la machette. Ah oui. Heureusement que la machette n'était pas tranchante, Oh là elle est là. âgée. C'est une dame âgée qui est assez résiliente, mais ça lui a laissé des traces. Parce que lorsqu'elle est revenue, elle a pu arriver au travail. Elle m'a montré les traces qu'elle a reçues. Donc, elle est allée à l'hôpital, mais elle continue de boiter. Est-ce qu'elle est allée à la police porter plainte? Non. Il faudrait. Mais j'ai été contactée et j'ai pu porter l'information. Donc, ils sont allés mener une patrouille au niveau de la zone d'Abobo, Copec. Il faut porter plainte justement parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à C'est la procédure. éradiquer et la police est là pour servir la population. Donc, Servir notre vocation. Merci de nous faire confiance. Et sur cette question, je suis en compagnie d'Israël Guébo. Bonsoir Israël. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Très très bien. En tout cas, quelqu'un me demandait, ah tiens, dans l'équipe, il restait, non, Israël est là, il est bien sur le plateau. Et avec nous, pour en parler, il y a M. Alain Toussaint, consultant en communication politique et publique. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Et puis M. Baudelaire Mieux, lui représentant de la Voix de l'Amérique en Côte d'Ivoire, journaliste à Jeune Afrique. Bonsoir Baudelaire. Bonsoir. Il faut plutôt préciser journaliste à Jeune Afrique. J'avais dit La Voix de l'Amérique, c'est un passé. journaliste à Jeune Afrique. C'est bon, c'est rectifié? Ça marche. Alors, messieurs, avec vous, on l'a dit, on parlera un peu de ce qui se passe au Mali. Déjà, premières émotions, premiers sentiments, premiers commentaires. Un coup d'État, ce n'est pas forcément le moyen idéal pour réguler la vie politique ou la vie démocratique. Il y a certainement des raisons, je pense qu'on en parlera au cours de ce rendez-vous, qui ont conduit à ce que j'appelle aujourd'hui l'événement majeur, en tout cas, de ce mois d'août en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Israël Guébo? Oui, je pense que c'est un coup d'État de trop en Afrique. Les populations maliennes, depuis 2012, étaient déjà sorties un peu de cet engrenage-là. Et puis, bon, malheureusement pour elles, ça recommence. Mais bon, il y a beaucoup de raisons qui ont aussi milité en faveur de cet état de fait. On en parlera pendant cette émission. Exactement. Baudelaire Mieux? J'estime que, quelles que soient les raisons, un coup d'État, c'est toujours un recul démocratique et surtout, c'est une remise en cause et en plat des institutions. Et je pense qu'en 2020 et au XXIe siècle, l'Afrique n'a plus besoin de ce mode d'accession au pouvoir. Je vous emprunter un mot dans votre phrase qui est cause. On va s'intéresser à ce qui a pu déclencher, à ces éléments déclencheurs là, de cette crise au Mali, selon vous. C'est une succession d'événements qui partent, en tout cas, d'il y a quelques années, mais les plus récents, les 4 derniers mois. En mars-avril dernier, se sont tenues des élections législatives, précédées 3 jours plus tôt de l'enlèvement du principal opposant, Soumaïla Cissé, élection le 29 mars, ensuite un second tour le 19 avril. Et ce qu'on observe, c'est que ces élections ont été, semble-t-il, volées à l'opposition. Donc cela a provoqué des contestations très fortes qui se sont cristallisées au mois de juin et ensuite en juillet. Et le coup d'État est arrivé il y a donc un peu plus de 24 heures. Israël? Oui, moi je pense que on a connu les événements de 2012 avec le président ATT, Amadou Toumani Touré, mais jamais dans la vie du Mali où il y a eu autant d'exaspération de la population
dans la vie sociale. Vous sentiez la pression monter? C'est ça, non, plutôt les populations, pour une fois, elles sont toutes d'accord, qu'on a regardé les images un peu hier, sont toutes d'accord qu'elles en avaient un peu marre, qu'elles voulaient passer à autre chose. Et je pense que le pouvoir en place n'a pas entendu et senti venir la chose, et jusqu'à ce qu'on arrive hier, avant-hier, dans tous ces mouvements-là. Moi, je pense que tout cela résulte d'abord des espoirs déçus des Maliens, surtout au début du premier quinquennat d'Ibeka, quand il a été élu en 2013. Il avait promis aux Maliens de leur apporter la paix et la dignité. Et dès 2014, il avait mis en place des institutions pour lutter contre la corruption qu'on estimait être endémique. Mais par la suite, il y a eu des mouvements de fonctionnaires dans la rue, ce qui a fait qu'il a reculé. Et donc, du coup, ce phénomène-là n'a pas été endigué. Et chemin faisant, lorsqu'il accède après les élections de 2018, avec plus de 64%, quand même, qui est un taux appréciable, les problèmes ont commencé à s'enchaîner, notamment avec l'instabilité sécuritaire dans le nord du Mali, qui a entraîné une crise à la fois sanitaire et alimentaire, parce que retenez que sur la population de 19,8 millions de Maliens en 2018, c'est le dernier recensement, on a près de 5,2 millions qui sont en situation de pénurie alimentaire, et je ne parle même pas du fonctionnement des hôpitaux ou encore des écoles qui n'existent plus dans le Nord Mali. Et récemment, avec les élections législatives, comme il l'a expliqué, il y a eu pas mal de difficultés qui ont encore amplifié cette exaspération. Est-ce que je vais ajouter juste un mot, de dire que le coronavirus a aggravé les problèmes socio-économiques dont ont parlé mes amis ici. Et donc, cette pandémie a fortement, impacté le Mali, et forcément le gouvernement était sur tous les fronts. Et lorsqu'il y a une gouvernance relativement mauvaise, ou en tout cas pas suffisamment bonne, cela amène quand même à ce que nous avons vu il y a quelques heures. Oui, Brice, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que le Mali a bénéficié de beaucoup d'accompagnement de bailleurs depuis la crise de 2012. Vous savez que le Mali fait partie de ce qu'on appelle le G5 Sahel. En fait, c'est une sorte de mécanisme intergouvernemental qui permet de lutter contre la progression du terrorisme, mais aussi contre le réchauffement climatique dans la zone. Ça compte le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Et donc, il y a eu beaucoup de bailleurs, notamment ce qu'on appelé l'Alliance Sahel, avec 13 pays, avec en tête la France et l'Allemagne, et puis aussi l'Union européenne. Il faut savoir que dans cette zone-là, c'est quand même 800 projets qui ont été identifiés pour un montant total de près de 11,6 milliards d'euros, et avec 3 secteurs prioritaires, donc l'eau, le renforcement de la résilience, et puis le renforcement de la cohésion sociale. Donc les Maliens ont bien vu que de l'argent des bailleurs entrait dans le pays, mais n'ont pas ressenti que ce pourquoi c'était fléché ne s'est pas arrivé à leur niveau. Et mieux, et je pense que c'est aussi l'une des gouttes d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les frasques du fils du président. Ouais. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Et son affairisme qui a été décrié par la population. Donc quand on voit une population qui a l'impression de souffrir. Oui, on a surtout l'impression que tout l'argent des bailleurs est distribué par une minorité, retenu par une minorité au sommet, et que à la base, personne n'a ces moyens. Donc ça, il y a cette frustration-là qui a monté. Ils se sont fait entendre à plusieurs reprises. Vous voulez parler des fonctionnaires dans la rue, les populations. Et ce qui est inédit, c'est que pour une fois, les populations, la société civile et les partis politiques se mettent ensemble pour réclamer le départ d'un président. D'ailleurs, nous avons joint pour parler de la situation M. Birahim Soumaré, c'est l'ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Il est par ailleurs président du mouvement panafricain pour l'unité et le changement au Mali, qui partage avec nous son appréciation de la situation. Les causes de la crise actuelle au Mali, vous savez, nos pays de la sous-région, et particulièrement le Mali, vivent dans ce que j'appelle dans la désarticulation permanente. Désarticulation au niveau des institutions, désarticulation avec le corps social au niveau politique, désarticulation même dans les choix d'orientation économique et sociale. Et nous nous trouvons dans un système où toutes ces structures institutionnelles, politiques, économiques sont greffées sur un corps social qui ne se reconnaît pas
la dynamique du corps social ne se reconnaît pas dans ces institutions ou dans ces structures politiques et autres, qui sont le plus souvent issues d'une constitution qui est la pâle copie de la constitution de la Ve République française. Alors, une des choses que nous avons vécues ici au Mali, c'est la démonstration que lorsqu'un corps social, lorsque les forces vives, la jeunesse, les entrepreneurs, lorsque toutes ces personnes-là, la société civile, ne se reconnaît pas dans quelque chose, elle le dit. Et il est temps. On vit une période dans la sous-région, et particulièrement au Mali, dans une période où les gens ont envie de prendre leur destin en main. Ils vont le prendre. Et souvent, ils vont le prendre à l'encontre de ces institutions qui ne sont que des greffes sur une structure sociale. Alors, au Mali, ce n'est pas une crise électorale que nous avons vécue. Alors, je comprends la médiation de la CEDEAO, mais ce n'est pas une crise électorale. C'est une crise sociétale, c'est une crise politique, institutionnelle. Et il appartenait aux dirigeants, aux responsables institutionnels, politiques, de détecter, de comprendre ce message et d'y apporter des réponses. Alors, ces réponses, si la classe politique est censée véritablement traduire les aspirations des populations et en carence vis-à-vis de cette mission historique, ce sont des forces non conventionnelles qui prennent le relais. Et ça a été le cas avec les forces religieuses qui font partie de l'imaginaire populaire malienne ou de la sous-région. Et ce sont aussi les forces militaires, les forces organisées, la force la plus structurée, la plus organisée. Voilà. Donc, l'irruption de l'armée, c'est une constance dans l'histoire de notre pays. On a eu 68, on a eu 91, on a eu 2012 et maintenant on a 2020. Donc, j'allais dire, alors donc ça veut dire qu'il y a eu tellement de signaux explicatifs qu'on n'a pas su, que la classe, que les élites francophones ou arabophones n'ont su traduire. L'intervention de M. Birahim Soumaré, je rappelle, donc président du mouvement panafricain pour l'unité et le changement au Mali, qui dit clairement, à son sens, à ses yeux, ce n'est pas une crise électorale, c'est une crise sociétale. Oui, c'est clair, c'est une crise sociétale et on l'a souligné tout à l'heure. Je veux dire, il a dit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand l'exaspération des populations n'est pas entendue, elles prennent le destin en main. Accompagnés par des forces vives, ça peut être des guides religieux ou même l'opposition. Ils descendent dans les rues et puis finalement, elles le font avec les moyens qu'elles ont, c'est-à-dire avec leur voix, avec leurs pieds, avec leurs bras. Mais après, derrière, l'armée prend le relais pour rétablir l'ordre. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Ibrahim de Soumaïla Cissé? Non, justement, l'ex-président Ibeka a indiqué qu'il avait des nouvelles qu'il allait bien, donc on attend une preuve de vie en dehors de celle qui a été indiquée par l'ex-président. C'est assez curieux que l'ex-président le dise parce que ça veut dire qu'il sait exactement où il est et qu'il est enlevé. On se rappelle qu'il a été enlevé le 26 mars lors de la campagne législative. Parce qu'une chose qu'on lui reprochait également, c'était une gestion approximative de la question de l'enlèvement de Soumaïla Cissé aussi. Entre autres choses, oui. Entre autres choses, mais il n'y avait pas que ça. On lui a reproché également le fait qu'il ait laissé, je reviens encore là-dessus, son fils dans les affaires politiques et économiques du pays. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient revenues. Et puis on lui a reproché également de s'être parfois éloigné de certains de ses amis. Alors ce que je voulais dire, c'est que, visiblement, le Mali, à entendre notre précédent interlocuteur, a une longue tradition de coup d'État. Mais le putsch qui a eu lieu le 18 août a la particularité, en fait, d'être le produit d'une coproduction entre la société civile, les religieux, les partis politiques et l'armée. Donc c'est un coup d'État un peu hybride parce que l'armée, face à l'exaspération de la population, a pris ses responsabilités en demandant au président de renoncer au pouvoir. Et une fois n'est pas coutume, dans l'histoire de l'Afrique, en dehors de l'exemple du Zimbabwe, c'est le président lui-même qui vient annoncer son départ. Voilà, sous la pression des militaires, bien sûr. Alors qu'habituellement, c'est un soldat qui vient annoncer à la télévision publique
que le pouvoir habituel est donc interrompu, que désormais l'armée est aux affaires. Donc c'est quand même aussi un changement de paradigme. Mais ce que je peux observer, c'est que la prise du pouvoir ne s'est pas faite dans une effusion de sang. Il y a eu, c'est vrai, de la violence, des échauffourées, mais l'armée a repris le contrôle du pouvoir, a mis fin donc, aux fonctions du président Ibeka, qui lui-même a annoncé la fin de son règne, avec des remerciements, s'il vous plaît. Et donc je pense que là aussi, il faut analyser les choses. Moi, je pense que c'est le résultat de ce qu'a dit notre ami, la mauvaise gouvernance, la gabégie, la captation du pouvoir par des clans particuliers au détriment des Maliens. Et ce n'est pas le seul cas du Mali qui, aujourd'hui, doit être abordé. Beaucoup de pays africains fonctionnent de cette sorte-là. D'ailleurs, nous avons parlé avec le journaliste malien Moussa Magassa à propos de cette crise. Voici ce qu'il nous dit. Les faits, selon moi, peuvent être classés en 4 grandes étapes. Premièrement, ce sont les tirs de sommation entendus vers 7h30 et 8h en heure locale par des militants qui ont pris les armes ce matin-là au camp Soundiata Keïta de Kati, situé à 15 km de Bamako, où se trouve une garnison militaire, l'une des plus importantes du pays. Alors, très vite, un groupe a été dépêché à Bamako pour arrêter des personnalités politiques, notamment le ministre de l'économie en la personne de M. Abdoulaye Dafé et Moussa Teminé, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui avait été arrêté plus tôt dans la matinée. Deuxièmement, c'est la mobilisation spontanée des manifestants autour du monument de l'indépendance qui ont accueilli avec plaisir, sans trop exagérer, cette prise de main des militaires. Très vite, cette mobilisation va se transformer en casse et pillage de toutes sortes. Par exemple, on a l'immeuble du ministre de la Justice, Maître Kassoum Tapo, qui a été saccagé. On a aussi un domicile privé du président du fils du président de la République, qui a été envahi par les manifestants. Troisièmement, ce qu'il faut noter, c'est l'arrivée de ces mutins au domicile du président de la République vers 18h, où se trouvait également son premier ministre, Boubou Cissé. Ces deux personnalités ont été conduites par les mutins dans leur propre véhicule jusqu'au camp militaire de Kati, 1 heure plus tard. À ce stade, ce qu'il faut noter, c'est que contrairement à la prise au pouvoir par les militaires en 2012, cette fois-ci, ça s'est fait dans un grand calme et sans aucune violence. Donc finalement, c'est à minuit qu'une déclaration officielle du président de la République lui-même est passée sur RTM, la chaîne nationale, dans laquelle il annonce sa démission ainsi que celle de son gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Chose qui avait été, il faut le rappeler, revendiquée par le mouvement du 5 juin, qu'on appelle M5 ici, mais qui jusque-là n'avait pas eu d'effet. Alors, pour finir, très tôt ce matin, ces mêmes mutins-là, les militaires mutins ont appelé à une transition politique civile conduisant à des élections et annoncent la création d'un comité national pour le salut du peuple, CNSP. Avec ton confrère Moussa Magassa, donc c'était un retour sur cette journée-là, le récit des faits. Alain Toussaint en parlait tout à l'heure. Une petite particularité, c'est le président qui vient annoncer sa démission. Relativement, la situation s'est déroulée sans de façon violence, j'ai envie de dire. Mais moi, Brice, surtout ce qui m'interpelle, c'est vraiment l'épilogue d'un film dont le président avait les signaux. Je veux dire, déjà dès le 10 juillet, la manifestation du 10 juillet, qui était un peu une sorte de soulèvement populaire. Qui a été réprimé dans le sens, qui a duré 3 jours, où les manifestants ont été sur des sites, symboles, comme l'Assemblée nationale et tout ça, avec quand même des morts. Donc tout cela aurait dû interpeller le président Ibrahim Boubacar Keïta. On parle rapidement, s'il vous plaît, juste avant la pub, de ces figures-là de la contestation. On peut en parler avec vous, Baudelaire ? Il faut dire que la figure morale de cette contestation a été sans conteste l'imam Mahmoud Dicko, qui a porté déjà au cours des derniers mois cette contestation à Ibeka et il a été rallié après par la société civile et les partis politiques, d'où la création du mouvement du 5 juin, 5 juin FPR, je crois.
Le M5 FPR. Voilà, M5 FPR. En fait, comme disait Alain, c'est vrai, c'est un mouvement hybride, mais aussi un mouvement progressif. On le voit bien dans ce qu'il dit. Ça a commencé tout doucement par la rue, ensuite les partis politiques, ensuite l'armée, pour parachever. C'est assez inédit et je pense que ça devrait interpeller également tous les autres pays qui sont dans cette situation. Se dire, ben voilà, quand le peuple le veut, ben, ça peut finir dans l'armée. Alors, très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, on parlait du président Ibeka qui n'a pas su répondre à la contestation, mais cela s'est produit au Soudan. Lorsqu'en décembre 2018, pour la première fois depuis 25 ans, les populations se sont mises dans la rue pour protester contre l'augmentation du prix du pain, le régime soudanais de Omar el-Béchir n'a pas pris au sérieux ces contestations. Et cela a conduit à sa chute. Donc il faut toujours être attentif à la chronique du peuple. Avoir une bonne appréciation des signaux c'est valable pour le Burkina Faso, c'est une époque. Et pour terminer, je vais dire, on n'avait pas besoin de voir clair pour savoir ce qui s'est passé au Mali. Il suffit d'être aveugle et tendre les oreilles. On voyait les choses venir. Pour en parler, je rappelle que nous avons avec nous sur le plateau M. Baudelaire Mieux, il est journaliste, Alain Toussaint, consultant, et Israël Guébo. Ibeka. Non, en plus pendant la préparation de l'émission, il disait justement qu'il allait plutôt dire Ibrahim Boubacar, j'étais plutôt que Ibeka. Bon, c'est pas grave, je vous ai rebaptisé. Bon, on parle des conséquences juste après une courte pause, un petit jingle. Ces manifestations et leurs conséquences. On parle tout de suite de la mutinerie à Kati. On en parle avec vous, Israël ? Oui, alors cette mutinerie qui s'est finalement transformée en coup de force, il faut, si on veut parler de conséquences pour le Mali... Déjà les manifestations. Donc il y a une manifestation, une forme de mutinerie. Oui, voilà. Et qui, comme expliquait notre confrère Moussa Magassa, une sorte de mutinerie qui après va se transformer en coup de force, qui est d'ailleurs, on voit dans les vidéos, on voit les militaires qui sont applaudis par les populations dans les rues. Et je le redis encore, on voit bien qu'il y a une sorte de symbiose entre la volonté du peuple et l'action de l'armée. On voit comment est-ce que les populations saluent pendant que les militaires tirent en l'air. En même temps, j'ai envie de dire, c'est une scène un peu, je ne sais pas si c'est la crainte de la population qui en général salue les coups de force. Mais ce qui aurait pu se passer, parce qu'il faut bien le dire, l'armée malienne n'est pas totalement anti-Ibeka. Donc il y a forcément des forces qui sont restées fidèles à l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça veut dire qu'on aurait pu assister à un affrontement sanglant. Donc je pense que c'est vraiment inédit de voir ce genre de scène. Bon. Par contre, je voudrais ajouter une chose, c'est-à-dire qu'il faut d'abord regarder le contexte et l'environnement qui prévalait avant cette mutinerie. Il faut dire que le président Ibeka avait effectué de nombreux changements au sein de l'armée malienne, des différentes forces, qui ont créé pas mal de frustrations. Et ensuite, au niveau même de sa garde rapprochée, il avait aussi fait des ajustements. D'abord des ajustements en dessaisissant certaines unités qui assuraient sa garde au profit d'autres. Et ensuite, la goutte d'eau qui a débordé le VAD, je dirais, c'est le limogeage dès la veille du lieutenant-colonel Ibrahim Traoré, qui était le patron de la sécurité présidentielle, qui l'a fait remplacer par son aide-camp, le colonel-major Nokomo. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, ça a créé une situation qu'on a connue à Kati. Et puis, il faut dire que Kati est reconnu pour toujours être au début de tous les soulèvements au Mali. Ça, on l'avait remarqué déjà en 2012 avec le capitaine Aya Sanogo. Et pour terminer sur la question, il faut dire déjà que, contrairement au putsch il faut l'appeler comme ça, contrairement au putsch de 2012, où c'était des sous-officiers avec quelques officiers. Or, cette fois-ci, c'est des militaires de haut rang. Et j'ai dit, ce coup, il n'a pas été réfléchi. Je pense qu'il a été mûri. Bon. Il y a une nuance. Ni réfléchi, ni planifié, mais mûri. Voilà. Tout à fait. Et je pense que les scènes de fraternisation qui sont évoquées par mes confrères montrent bien que, sans doute, depuis le début, les armées ou l'armée malienne étaient en tout cas en symbiose avec la population. Parce qu'on a observé qu'elle s'est gardée déjà de combats internes, donc ce qui veut dire que même si l'ex-président comptait des forces à l'intérieur de l'armée,
il y a une bonne majorité de militaires qui étaient prêts à ce que aussi, le changement puisse opérer. D'être en sous-effectif, de n'avoir pas les moyens qu'il faut oui, et puis déjà, le pour pays répondre à l'attaque. Il y a des enjeux, il y a des enjeux sécuritaires qui font qu'aujourd'hui, le Mali ne peut plus se permettre d'avoir une armée qui est divisée. La principale préoccupation, c'est de lutter contre le djihadisme. Donc, à la limite, le départ de Ibeka, pour moi, dans la balance, c'est un élément, je ne vais pas dire minime, mais en tout cas, si cela peut permettre de faire front avec un peu plus de vigueur et un peu plus de cohésion et de cohérence à la menace terroriste, je pense que c'est sans doute ce choix-là que les militaires qui sont arrivés au pouvoir et sans doute en partenariat avec les pays qui interviennent au Mali, c'est ce qu'ils ont fait. Je vous propose de revoir donc l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Une démission sous la contrainte. Oui, forcément sous la contrainte. Ce que les militaires ont voulu éviter, c'est un coup d'État dans les règles de l'art, donner une chance à une alternance démocratique militarisée. C'est comme ça que je vais l'appeler. Ça, c'est un nouveau concept. C'est ça. L'alternance démocratique militarisée. C'est-à-dire qu'on fait un coup d'État, mais on fait en sorte que le président démissionne conformément à la Constitution et qu'il dissolve l'Assemblée nationale pour ne pas qu'il y ait de dauphin présidentiel. Mais Brice, c'est-à-dire, quand vous regardez un peu, vous observez la chronologie des événements, on comprend déjà qu'il y a eu beaucoup de tractations. Parce que déjà à 22h GMT, on annonçait que le président Ibeka allait faire une annonce. Ensuite, on a parlé de 23h et puis il a fait plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Il y a des chefs d'État de la sous-région qui tentaient d'être en contact avec les mutins pour ne pas qu'on arrive à une situation de non-retour. Ça, on peut le dire pour le moment, mais on verra comment ça va évoluer. Entre-temps, il y a eu des réactions. La CEDEAO, la communauté internationale, par les tractations, certains même demandaient le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc je pense que toutes ces tractations-là ont justifié peut-être le temps qu'a mis la déclaration. Exactement. Bon, on peut parler donc de la communauté internationale. Oui. Bon, je pense que ce sont des réactions un peu tardives, d'autant que les Maliens sont abandonnés, je le dis, à leur sort depuis des années. La menace terroriste, les problèmes de gouvernance, la difficulté pour chaque Malien à vivre au quotidien. Et lorsque un gouvernement reste aux appels de l'opposition ou de la rue, il appartient aux organisations sous-régionales ou continentales de prendre les responsabilités. Il y a eu des missions. Oui, mais des missions, dès lors qu'on va voir un camarade chef de l'État, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il faut de vraies discussions. Quand les situations sont tendues, comme on l'a constaté au Mali entre mars et août, il appartenait à la communauté internationale de trouver la bonne formule pour faire baisser la tension et sauver la paix. Que faire quand on est dans la communauté internationale, quand on est une organisation sous-régionale, si ce n'est d'aller rencontrer votre camarade pour lui expliquer les préoccupations du peuple et l'emmener à prendre des décisions. Oui, mais ces organisations sous-régionales sont d'abord des organisations des peuples. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est la communauté des peuples d'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le club des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Donc il faut parler, se dire la vérité. Et je pense que dans chacune des crises qui ont émaillé le continent africain, nos organisations ne font disent pas vraiment la vérité à leurs camarades. Non, mais Brice, moi je pense que je ne suis pas trop d'avis avec, parce que
au niveau de la CEDEAO, il y a un principe sacro-saint de la non-ingérence. Et au nom... Non, mais c'est vrai, parce que... Dans ce cas, il fallait parler là-bas. Parce que non, mais en fait... C'est une médiation. Ils font une médiation. Ils ont fait une médiation, ils ont entamé des médiations. Et si vous avez bien remarqué dans l'évolution de cette médiation, le bloc de l'opposition était divisé. C'est-à-dire, arrivé à un moment, il y a une partie qui ne réclamait plus la démission du président Ibeka, tandis que l'autre partie en faisait un point non négociable. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de l'opposition, il a commencé à avoir des fissures. Et je pense que n'eût été les quelques changements opérés au sein de l'armée malienne, on sera encore en train de négocier pour voir la meilleure manière pour résoudre, parce que les coups d'État, je l'ai dit, quelles que soient les raisons, n'ont plus leur place en Afrique. Israël, que valent ces condamnations? C'est la question. La prochaine question, que valent ces condamnations sur le plan social? Est-ce qu'on n'est peut-être pas un tout petit peu habitué, nous condamnons avec la dernière énergie, et puis après, quelques mois plus tard, on rétablit un tout petit peu ces relations avec ces institutions? Ces institutions sont dans leur rôle, mais j'allais plutôt dire que valent une médiation d'une organisation comme la CEDEAO face à un entêtement de chef de l'État. Je veux dire, vous pourrez en voir plusieurs missions, qu'elles viennent d'ici, qu'elles viennent des Nations Unies, qu'elles viennent d'ailleurs. Si quelqu'un est entêté, il est entêté. Je pense qu'il y avait, comme je le disais dès le départ, il y avait quand même des signaux qui étaient envoyés, et la médiation de... Oui, et c'est là où on attend la CEDEAO aussi. Parce que, excusez-moi de vous interrompre, Israël, mais quand il y a des tripatouillages constitutionnels dans des pays de la sous-région et au-delà dans le continent, on n'entend jamais ni la CEDEAO, ni l'Union africaine rappeler alors que ces chefs d'État ont signé des protocoles sur la bonne gouvernance, sur la démocratie. Alors, lorsque des gouvernants violent les règles, les lois, on n'entend pas la CEDEAO. Donc là aussi, il va falloir faire quelque chose. On ne ratifie pas des textes pour le plaisir de le faire, il faut les appliquer, ne pas seulement les interpréter. De toute façon, une fois que... C'est bien un aveu ou un désaveu ou un aveu d'impuissance de la CEDEAO face à cette crise-là. Rapidement, l'Union africaine aurait dû se saisir et intervenir. Ne pas attendre, parce que bien souvent on a ce temps de latence-là qui fait traîner, et qui donne de la voix aux populations, et puis finalement ça se transforme en ce qui est. Avec Baudelaire Mio, tout à l'heure on parlait des conséquences socio-économiques sur le Mali, de toutes ces situations-là, mais quand vous dites aurait dû intervenir, elle intervient comment, à votre avis, l'Union africaine? Par des missions de négociation, de médiation, il faut quand même le faire. Je veux dire, même si ça ne va pas aboutir, leur rôle est de le faire et de pousser jusqu'au bout. Après, question, que valent ces missions-là face à l'entêtement de chefs d'État? Moi, je pense que, vu sous cet angle, j'ai quelques réserves, parce que dans le monde entier, pour les questions de géopolitique et de géostratégie, il y a d'abord des organisations au niveau régional qui se saisissent généralement des questions parce que la situation au Mali, une déflagration au Mali pourrait avoir un impact en Côte d'Ivoire ou même au Burkina, surtout à cause du péril djihadiste. Donc, toutes ces questions-là font que la CEDEAO n'a pas échoué. Si la CEDEAO a échoué, on pourrait dire qu'il fallait aller à une étape supérieure, parce qu'en temps, la CEDEAO a nommé le président Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, qui faisait beaucoup d'allers-retours entre le Nigeria et le Mali. Et surtout aussi, n'oubliez pas que l'Ivoirien Jean-Claude Bou, qui est le président de la Commission, faisait aussi des allers-retours. Il venait en Côte d'Ivoire pour rendre compte au président Alassane Ouattara. Donc c'est pour vous dire que la situation était tellement complexe que la CEDEAO ne pouvait pas se permettre de proposer des solutions chirurgicales. D'accord. Je veux bien qu'on revienne sur, avec votre permission, messieurs, je veux bien qu'on revienne sur les conséquences pour le peuple malien, des conséquences sociopolitiques, économiques aussi. Ma première conséquence, c'est vraiment une conséquence au niveau de l'armée, qui est un double challenge aujourd'hui. Je le disais il y a quelques minutes en arrière, l'armée se retrouve avec deux blocs. Donc il y aura le bloc des putschistes et le bloc de l'ancien président. Il faut se réunifier rapidement, parce que même si c'est momentané, c'est une faille
pour laisser progresser les groupes terroristes. Donc, première mission et première incidence qui va avoir lieu là, on peut assister rapidement à une progression de ces groupes terroristes-là. Donc, c'est vraiment pour moi la conséquence majeure. Après, on retombe. Là, l'a dit en introduction, on fait vraiment un grand pas vers l'arrière. On va recommencer les négociations, la transition, qui trouver, qui parler. Aujourd'hui, tous les interlocuteurs qui étaient le pouvoir en place avec les bailleurs, avec les groupements, les forces de défense sous-régionales qui avaient été faites, aujourd'hui, on n'a plus d'interlocuteurs. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est l'homme fort au Mali. On a un porte-parole. Non, il y a un président de la... il y a une structuration maintenant du CNP. Ce que je veux dire, c'est que qui va porter, qui sera l'interlocuteur auprès de ces différents Mais ce sont les militaires. Bailleurs. Donc, on arrive on a des interlocuteurs des militaires. Il faut, à un moment donné, on va reprendre tout le processus, faire une transition. Ce que je veux dire, c'est qu'on retourne en arrière. Mais les militaires, ils ont été clairs, ils ont dit que ce sera une transition dans un délai civile. Relativement raisonnable. Très extensible. Non, mais raisonnable, mais en temps, ils se sont donné 15 jours pour mettre en place une structure de gouvernance. Cependant, on a déjà, si vous voulez, l'ossature du CNSP, je crois que c'est comme ça s'appelle. Voilà. Donc déjà, on a des interlocuteurs parce que jusqu'à hier, on ne savait pas avec qui parler. Et parlant des conséquences pour le Mali, il faut déjà commencer à s'inquiéter avec le régime des sanctions qui commence à tomber. Lorsque on regarde aujourd'hui l'économie malienne qui dépend à plus de entre 75 et 80% des importations. Et ils ont aussi deux grandes richesses. L'or, ils sont le troisième producteur africain avec, si mes chiffres sont bons, 68 tonnes l'année dernière. Et le coton, ils sont le deuxième producteur africain derrière le Bénin avec 700 000 tonnes. Donc, c'est-à-dire, toutes ces richesses-là, avec la fermeture des frontières, il n'aura plus de revenus pour l'État, puisque l'objectif, je pense, c'est d'associer les putschistes de telle sorte qu'ils redonnent le pouvoir aux civils, disons. Un retour à la légalité constitutionnelle. Ces sanctions vont-elles durer? Parce qu'il faut aussi prendre en compte les populations. Je veux dire, il y a eu un changement de régime, sans doute pas par la voie démocratique, mais ce qui est aussi la résultante d'une situation qui était connue et de la CEDEAO et de la communauté internationale. Donc, il n'a pas intérêt forcément Moi, je pense qu'il faut accompagner le Mali qui souffre déjà du terrorisme, des djihadistes et des problèmes économiques et sociaux. Ce n'est pas la solution parce que quand je vois un communiqué de la CEDEAO hier qui menace d'intervenir militairement, etc., alors avec l'armée, on met en alerte les forces de la CEDEAO, etc. On sourit doucement. Je trouve tout cela excessif et, comme on dit, inquiétant. Il faut accompagner le Mali. On n'est pas d'accord pour l'accession au pouvoir par la force, par les coups d'État, mais puisque c'est fait et que cette armée, que ces soldats ont promis de transférer le pouvoir aux civils, je pense qu'il faut les accompagner. Il faut, comme on dit, ouvrir les vannes et essayer d'aider le Mali. Il faut que cette transition se passe rapidement, se passe dans de bonnes conditions. Je vous propose, Israël, Baudelaire et Alain Toussaint, d'écouter Al-Husseini Haladji. Il est journaliste malien, il est à Tombouctou, c'est au centre. Il nous parle des conséquences de cette crise-là. Tombouctou, qui est à environ plus de 1000 km de Bamako, a vécu hier ce coup d'État avec une sérénité relative parce que Tombouctou est quand même loin de ce qui se passe à Bamako, même si nous avons suivi avec attention ce qui se passe parce que depuis quelques semaines, Tombouctou fait partie des régions qui sont sorties, qui ont marché pour dire non à la corruption, pour dire non à la mauvaise gouvernance, pour demander en tout cas que les autorités en tout cas changent leur façon de diriger le pays depuis quelques semaines. Hier déjà, des manifestants sont sortis aux environs de 20 heures pour s'installer au niveau du monument des martyrs
au quartier Sankoré pour manifester leur joie. Alors le matin, plusieurs banques ont fermé, des bureaux également ont fermé. On note une relative accalmie au niveau de la ville. Cependant, ce mercredi, en tout cas, les banques ont continué à fermer en attendant de voir l'évolution des choses. L'évolution des choses également peut permettre à ce que les populations du Nord puissent retrouver la sécurité, puissent vraiment voyager sans problème sur les axes routiers. Vous savez qu'il est difficile aujourd'hui de voyager sur Gundam, sur Bamako sans être braqué. Le seul moyen de voyager sans être braqué, soit c'est par bateau ou c'est par voile, alors que tout le monde n'a pas le moyen de voyager par bateau. Donc aujourd'hui, ce que les populations attendent des nouvelles autorités, c'est vraiment d'assurer la sécurité des personnes et On voit bien, hein, personne n'était bien, pas seulement à Bamako, mais dans l'ensemble du Mali, notamment à Tombouctou, d'où nous parlait Al-Husseini Alagi, pour dire qu'aujourd'hui, il parle d'un défi sécuritaire important. Vous en parliez. Oui, Brice, la question sécuritaire est très importante et le centre du Mali fait partie un peu de ce qu'on appelle les 3 frontières qui prennent en compte le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et cette crise-là va certainement mettre en suspens l'accord, je ne sais pas, je le dis avec beaucoup de mesures, l'accord d'Algérie qui était une sorte de dialogue avec les groupes de l'Azawad. Il faut savoir que le Mali, c'est un territoire qui est immensément large. Vous entendiez, entre Bamako et Tombouctou, c'est plus de 1000 Est-ce que ça va nécessiter une redistribution des cartes? Vous pensez que ça va? Quand je parlais d'interlocuteurs tout à l'heure, c'était un peu ça. Aujourd'hui, il y a eu des accords qui ont été faits, qui ont été menés dans cette comment dire ça, cette coalition, cette collaboration politique entre les villes les parties du Sud, les zones du Tombouctou, Gao, Kidal, tout ça. Qu'est-ce qui va être fait aujourd'hui? Quel impact ça aura? Quelles sont les conséquences là-dessus? Il faut vraiment qu'on... Enfin, c'est peut-être trop tôt pour... une redistribution des cartes dans tout ça? Oh, écoutez, j'attends de voir. J'attends de voir quelle sera l'attitude du nouveau régime face aux bandes qui sont opposées et qui occupent certaines parties du territoire malien. Moi, je serais d'avis qu'il faut privilégier le dialogue parce que cette situation a, je pense, trop duré. Il faut trouver la bonne formule, rassembler toutes les parties prenantes afin de sauver le Mali. Baudelaire, qui sont ces visages qui constituent le Conseil national comment on dit, du peuple? Non. Pour le peuple. Comité national de salut pour le peuple. Parce qu'il y a un CNSP qu'on a connu, qui était salut public. L'autre, c'était un conseil, celui-là, c'est un comité. Mais c'est un CNSP. Donc je dirais du CNSP. En tout cas, celui qui a revendiqué aujourd'hui la présidence de ce CNSP-là, il se nomme le lieutenant-colonel Assimi Goïta, qui fait partie des forces armées maliennes et c'est le commandant des forces spéciales maliennes. Et il a pour porte-parole je me perds dans mes notes. Le colonel-major qui a fait les... le colonel Malik Diao. C'est ça, il a pour porte-parole le colonel Malik Diao, qui est un des commandants adjoint du camp de Kati, d'où est venue la mutinerie. Et ce qu'on dit également de ce soldat, enfin du président du CNSP, c'est qu'il est rentré d'une formation il y a 2 semaines de Russie. Bon, il n'y a pas de rapport sans doute. Et il a également suivi une formation avec la CIA américaine. Donc, bon, enfin, ce sont des éléments d'information qui permettent d'apprécier le parcours de ce vaillant président du CNSP. Il n'y a peut-être aucun lien. Non, mais il faut préciser que cela s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme. Et quand vous remarquez hier les véhicules qui sont sortis de Kati, on a beaucoup vu des véhicules militaires américains. Une vie qu'on voit beaucoup
en Afghanistan. Donc, c'est-à-dire, dans le cadre de la coopération, certains soldats maliens ont reçu des formations de divers pays. Ben, c'est ce que je disais. Il fallait compléter Tout à fait, les terrorismes. Moi, je vous rassure, je ne vais pas commenter. Je vais pas commenter. Certains parlent d'un risque de contamination au niveau des pays voisins, je dirais Côte d'Ivoire, Guinée. Est-ce que vous pensez que ce sont des risques avérés? Moi, le contexte n'est pas forcément le même, les acteurs ne sont pas forcément les mêmes, les circonstances ne sont pas forcément les mêmes. Les raisons même les raisons, je dirais, enfin, on ne va pas faire du copier-coller. Oui, la motivation, on ne va pas faire du copier-coller de ce qui se passe. Parce qu'il disait tout à l'heure que ce n'était pas une crise électorale, c'était sociétale. Oui, mais je veux dire, on ne peut pas faire du copier-coller de ce qui se passe au Mali dans un autre pays. Mais bien entendu, ça donne des idées. Pas des idées, mais ça doit interpeller surtout les dirigeants de certains pays qui se retrouvent presque dans ce genre de situation-là, je pense. C'est-à-dire éviter des contestations grandissantes dans leurs pays respectifs? Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question est aujourd'hui, quel est l'avenir sécuritaire dans la zone de la sous-région? Aujourd'hui, avec ce qui... Moi, je me souviens en 2012, quand je parlais avec mes amis burkinabés, ils indexaient, ils pointaient du doigt ce qui est arrivé au Mali, parce qu'après 2012, on a vu tout ce qu'il y a eu au Burkina Faso comme attentat terroriste. Et là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on se dit il va y avoir une sorte de pression. Je le disais tout à l'heure, si l'armée n'est pas capable de maintenir et de tenir cela, on va avoir une forte pression de tous ces groupes terroristes sur des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso davantage. Et vous avez vu, il y a eu un communiqué de la France qui avait annoncé des frontières, zones rouges. Ça évolue de plus en plus. Quand vous regardez bien la carte, ça devient rouge de plus en plus. Alain Toussaint, vous partagez l'avis d'Israël Guebo? En partie. Certes, il y a des enjeux de sécurité qu'il ne faut pas perdre de vue, mais il y a des enjeux politiques, c'est-à-dire la répercussion ou la perception de ce qui s'est produit au Mali dans les pays comme la Côte d'Ivoire, en Guinée, voilà. Parce que la ligne force de tout ce qui se passe et qui est commune à nos pays africains, c'est que la rue et l'armée peuvent se coaliser pour mettre fin à un ordre constitutionnel ou anticonstitutionnel. Donc, c'est quand même un signal important. Exactement. C'est un phénomène également qu'on a vu avec les printemps arabes. On a vu qu'il y avait un phénomène de... On l'a vu en Algérie il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Où la rue a amené le président Bouteflika à abdiquer. Donc, voilà. Il faut écouter, il faut être à l'écoute du peuple. Quand des populations sont dans la rue pour revendiquer, pour demander plus d'attention des autorités, je pense qu'il faut les écouter. Partagez. Moi, je dirais qu'on n'a pas la même configuration. Au Mali, on était dans une situation où tout le monde était unanime. C'est une chose, le pays allait mal, le pays courait... déjà, l'État était au bord de la désintégration. Donc, de ce point de vue, on s'y attendait et comme je vous l'ai dit en début d'émission, même un aveugle, il avait juste besoin d'étendre l'oreille au Mali pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui allait arriver. Ce qui n'est pas en fait le même cas dans d'autres pays. En fait, la situation du Mali est très différente de la situation dans les autres pays. Mais comme Israël le disait, la grande inquiétude, moi j'ai deux inquiétudes. La première, c'est un risque de descente des djihadistes vers le sud, même si les frontières sont fermées, mais nous connaissons bien nos frontières qui sont très poreuses. Et deuxième élément, c'est le régime de sanctions qui est en train d'être imposé au Mali. Je ne crois pas que ça puisse impacter la junte et c'est les populations qui vont en pâtir. Ce qui va se passer, c'est qu'il y avait quand même des opérations conjointes qui étaient menées. Quand je prends par exemple dans le cas des trois frontières, il y avait une opération qui a été menée récemment qui s'appelait le Moncar, qui prenait l'opération Barkhane, donc française, les femmes à les forces armées maliennes et les FAN, donc les forces armées nigériennes, qui exerçaient pour contrer ces groupes terroristes. Mais aujourd'hui, si l'armée malienne n'est plus dans ce dispositif-là, vous voyez très bien qu'on a une sorte de pression qui va arriver vers le sud. Vous pensez qu'elle ne serait pas dans le dispositif? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'elle n'a pas divisé l'armée malienne. Si, justement, c'est ce que j'expliquais. Je disais que l'un des premiers enjeux des forces au pouvoir actuellement, c'est de garder la cohésion. Parce que, je le dis, toute l'armée n'était pas anti-IBK.
Et je pense que le président, pendant de nombreuses années, a arrosé quand même des militaires qui lui sont proches. Donc, il faut conserver cette cohésion-là si on veut continuer à avoir des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme au niveau du Mali et au niveau de la zone. Sinon, ça va davantage. Que pense, dans le prochain élément, on va le voir, quels sont les sentiments du peuple malien qui vivent en Côte d'Ivoire par rapport à cette situation-là? On regarde notre micro-trottoir. Hier, ce qu'on a vécu, étant en extérieur, vraiment c'est déplorable. Le coup d'État, ce n'est pas une solution. Je sais qu'on est en difficulté, mais on pouvait continuer jusqu'à la fin de son mandat pour ne pas créer une autre crise. Parce que quand tu fais coup d'État net là, le monde se coupe de toi. Tu es isolé. Donc isolement là, c'est pas bon pour le Mali. J'étais fier des armées hier. Ce qu'ils ont fait vraiment, on attendait ça depuis fort longtemps. Il y a crise partout au Mali. On tue les gens comme les moutons, entre les civils, entre les pelles et les cadeaux. Il nous fait croire que vraiment tout va bien, ça ne va pas. Un ministre, il vient 2 mois, 3 mois, il est milliardaire. Et son fils est en train de s'amuser l'argent, n'importe quoi. Mais ça fait mal, on ne peut pas avoir ça. Et puis on va t'asseoir pour regarder, pour dire non, c'est démocratie, il est élu 5 ans, attendez, s'il fait 5 ans, le Mali va disparaître. Donc on laisse Ibeka, il va faire 3e mandat. Mais pourquoi on lui fait un coup d'État comme ça? C'est pas bien. Ibeka ici, il est comme notre ado. Voilà, lui il est bien, il n'a pas de problème. Pourquoi faire un coup d'État? Il y a d'autres même qui l'ont dit, qu'ils l'ont soulevé, ils l'ont mis là, ils sont allés à lui. D'autres disent non, qu'il était caché, ils sont allés le prendre dans sa cachette pour aller avec lui. C'est pas normal. Tout le monde sait que ça ne va pas. Rien ne va au Mali. Regarde, pendant 5 ans, l'homme là il a foutu quoi? Rien de bon. Quand il va à Bamako, ni route, ni courant, ni l'eau. Coup d'État de hier, c'est cher. Je suis d'accord. Ce qu'ils sont fait, ils sont bien faits. Ils sont fait ça pour le Mali. Déjà, félicitations. J'ai vécu le coup d'État d'hier au Mali, vraiment avec la plus grande déception. Ibrahim Boubacar Keïta, il a fait un premier mandat propre, le deuxième mandat, vraiment, on a à lui s'aimer de la merde. C'est un groupe d'individus qui ont été ministres qui n'ont rien apporté au Mali, s'élèvent contre lui avec des mensonges, des rien maintenant pour l'enlever. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a vraiment touchée. Moi, à la place d'Ibeka, depuis au moment, pendant les débuts, j'ai préféré partir au lieu qu'on me chasse. Pas que des anti-Ibeka, il y a des pro-Ibeka, vous en parliez. Les avis sont peut-être partagés. Oui. Forcément, je veux dire, chaque président a ses partisans, chaque président a ses supporters, si je peux le dire ainsi. Et forcément, ceux qui sont dans son camp sont attristés. Mais pour la plupart, entre des personnes que j'ai interrogées d'hier à aujourd'hui, c'est un sentiment de soulagement, mais également avec beaucoup d'inquiétude sur est-ce que véritablement les militaires au pouvoir vont passer le pouvoir au civil. Ça permet justement de nous interroger sur la problématique même des coups d'État en Afrique au XXIe siècle. Parce que c'est toujours des moyens qu'on utilise. Et... Il faut qu'on en sorte, mais pour en sortir, oui. il faut qu'on en sorte, mais pour en sortir, il faut que les présidents qui sont au pouvoir fassent en sorte que les transitions soient démocratiques, fassent en sorte que les promesses électorales qui ont été faites trouvent leur effectivité et que les populations ne descendent pas tout le temps dans les rues pour revendiquer. Parce qu'en même temps, tous les coups d'État ne se déroulent pas comme au Mali. Parce que si on doit qualifier ça de coup d'État, mais ça ne se déroule pas toujours comme au Mali, où le président vient démissionner, où les choses se déroulent Non, ça s'est passé au Zimbabwe, où Mugabe a été déposé en douceur. Vous vous souvenez de cette fameuse expression en Côte d'Ivoire, de ce fameux coup d'État sans effusion de sang? Oui, ça peut se produire quand il y a une exaspération au sein de la population et que l'armée estime qu'il faut demander au président de partir. D'autant qu'un coup d'État, c'est toujours une situation très sensible. Oui, ça peut partir. Mais ce dont on ne parle pas, c'est aussi le coup d'État électoral. C'est ce que Ibeka avait tenté aussi en mars-avril, lorsque l'opposition a été volée de... Ils ont inversé des résultats. Donc tout cela aussi a provoqué l'explosion de la situation. Donc à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Dernier tour de table, très rapidement, 30 secondes. Vous pensez que cette démission du président Ibeka apportera le vrai changement au Mali? Bien malin qui pourra le dire. En tout cas, moi, en général, je n'ai pas confiance à un pouvoir militaire. Et j'espère de tout cœur que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont trouver... Je pense qu'il y a des technocrates, il y a des citoyens maliens qui
qui sont des experts, qui sont compétents pour diriger la transition et qu'on aille rapidement vers des élections libres et transparentes. Moi, je pense que j'attendrai de les voir à l'œuvre pour me faire une opinion. Qui tiennent leurs promesses, en quelque sorte. Dans un temps relativement court. L'avenir du Mali se dessine sans doute en potier, mais je pense qu'il ne faut pas avoir des préjugés négatifs déjà sur ceux qui ont pris le pouvoir. Eux, ils doivent, eux, de leur côté, faire preuve de modestie, d'humilité, et puis surtout être portés par l'amour du Mali et l'envie d'apporter le vrai changement. Et on espère que cette transition se fera d'ici les 6 à 12 mois pour que des civils puissent s'installer au pouvoir à l'issue d'un scrutin démocratique. Et que tous ceux-ci participent à abréger la souffrance du peuple malien. Exactement. Merci beaucoup Israël Guébo, merci Alain Toussaint, merci Baudelaire Mieux pour vos commentaires, vos analyses. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce rendez-vous du Live Talk spécial Mali. On vous retrouve demain, ici même, à la même heure, avec le même amour, le même bonheur, le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Pour la suite du programme, c'est la série ivoirienne Aphasie qu'on vous propose. Bonne suite de programme et que Dieu vous garde.